Bonsoir Xavier Titelman. On voit ces images de radaristes dans des avions qui scrutent l'océan. C'était ce que vous faisiez il y a encore quelques années dans les brigades atlantiques de la Marine nationale. Vous êtes actuellement spécialiste en sécurité aérienne. En tant qu'ancien radariste, vous comprenez qu'on n'ait encore rien trouvé ? Alors déjà, on cherche sur une zone qui est excessivement vaste. On cherche des côtes de la Chine jusqu'à quasiment au pôle sud. Tout simplement, on n'a pas une capacité, les radars n'ont pas une capacité à détecter des choses qui sont au-delà d'une certaine portée. Donc clairement, les spécialistes qui sont dans les avions vont suivre des routes, vont suivre en fonction du vent, en fonction des courants tout simplement. Ils vont évoluer et ils vont suivre la route probable qu'auraient pu suivre ces débris depuis 3 jours, puisque maintenant ces images ont quelques jours. Ça date de dimanche. Et ça vous semble plausible le fait que l'avion, bon, on l'avait dit dès le départ, aurait fait demi-tour et ensuite aurait continué comme ça à voler pendant 6-7 heures dans une direction totalement opposée, puisque maintenant on va rechercher au sud de l'océan Indien. Ça n'a rien à voir avec sa trajectoire initiale. Alors effectivement, déjà à l'origine, maintenant on a quand même des radars, c'est-à-dire des radars militaires qui donnent des informations crédibles sur les premières orientations de l'avion. On sait effectivement qu'il est parti sur une direction qui était loin des terres. Ce qu'il a pu faire ensuite, on ne sait pas exactement. C'est justement ça la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de radar dans ces zones ? En fait, le pilote avait tout simplement déconnecté, ou en tout cas la personne qui était aux commandes à ce moment-là, avait déconnecté les répondeurs. Oui, mais un avion, ça se voit sur un radar, même sans transpondeur. Ça dépend encore une fois à quelle distance on va se trouver, et ça dépend où va se placer l'avion. Si l'avion se place dans les lignes aériennes classiques, les radars militaires, ils ne sont pas intéressés par un avion qui se trouve parmi tous les autres avions dans le ciel. Donc à partir de ce moment-là, il peut tout simplement s'éloigner des côtes et s'éloigner de tous les radars militaires qui vont le suivre. Mais ça semble incroyable avec tous les radars civils, militaires, les satellites qu'on a au-dessus de nos têtes, qu'un Boeing 777 devienne totalement indétectable. C'est vrai, mais c'est très difficile à comprendre et c'est peut-être une évolution qu'on verra, une des conséquences de cet accident éventuellement. Ce sera peut-être qu'on va forcer tous les avions à être équipés avec des émetteurs qui vont en permanence et qui ne sont pas déconnectables par les pilotes. C'est une certaine probabilité. Apparemment, le 777 est monté jusqu'à 13 500 mètres. C'est énorme, c'est bien au-dessus d'un plafond autorisé pour un tel avion. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Alors, effectivement, on est sorti des limites et du domaine de vol classique pour un avion de cette catégorie. C'est dangereux là-haut ? Alors, on a un différentiel de pression qui va être important entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Une des théories qui foisonne sur Internet et qui est peut-être crédible, c'est aussi simplement que c'est une façon d'endormir les passagers. De cette manière-là, on va réduire l'air qui est disponible pour les passagers. Il n'y a plus d'oxygène. Ouais. En fait, on va tout simplement s'endormir très doucement, sans vraiment s'en rendre compte. C'est vrai qu'au bout de quelques minutes de privation d'oxygène totale, les gens vont tout simplement mourir. Et ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer par la suite. Et les pilotes peuvent couper les masques qui descendent normalement automatiquement ? C'est surtout que les pilotes ont des masques qui vont avoir une durée qui va être plus longue que celle des passagers. En gros, ils vont avoir une demi-heure de durée de respiration. À l'arrière, ça va être une douzaine de minutes. Mais effectivement, ils peuvent déjà, dès le début, couper ces masques. Ça, c'est toujours le cas. Dans n'importe quel appareil, ce ne sont pas les mêmes masques pour les passagers et pour les pilotes. Les pilotes ont leurs propres masques qui sont à poste et qui sont directement disponibles tout de suite. Ils n'ont pas les mêmes réserves d'air que le reste des personnels, mais normalement, qu'il y a une dépressurisation, en 3-4 minutes, on est descendu à une altitude où l'air redevient respirable. Les masques deviennent inutiles à ce moment-là. Là, on est dans une situation qui est complètement inédite. On ne sait pas exactement qui était aux commandes, on ne sait pas exactement ce qu'il a cherché à faire. C'est une hypothèse. Il est peut-être monté simplement pour endormir tout le monde et faire ensuite quelque chose, peut-être aller vers le sud. En tout cas, les pilotes restent au centre de l'enquête ? C'est une probabilité très élevée, ou en tout cas des personnes qui savaient vraiment se servir d'un système d'une manière élaborée. On pourrait ne jamais retrouver ces débris signalés par l'Australie, quand même, un débris de 24 mètres ? Non, à partir du moment où on a commencé à s'orienter sur une piste, si elle est sérieuse, effectivement, peut-être que finalement ça va être un container ou un morceau, peu importe ce que ça peut être au final, ce sera peut-être pas du tout ça. À ce moment-là, il faudrait de nouveau réorienter les recherches et repartir de zéro ailleurs. Maintenant, si effectivement l'avion est tombé là, on va avoir des boîtes noires. Donc c'est une zone qui est très profonde, plusieurs milliers de mètres. Ça va être très difficile, encore une fois, d'aller chercher les débris s'ils se trouvent à cet endroit-là. Mais si c'est bien le bon endroit, on va envoyer des balises, on va envoyer des bouées qui vont récupérer les sons et on va pouvoir détecter précisément si l'avion... Mais ces boîtes noires, elles émettent pendant un temps limité. Pendant un mois à peu près. On peut faire amérir un 777 ? Tout à fait. Alors déjà, l'avion... par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il a une capacité de voler bien plus loin. C'est-à-dire qu'on part par exemple pour 4 heures de vol entre la Malaisie et la Chine, mais en fait un avion part avec toujours 2 ou 3 heures de pétrole en plus. Et ensuite ça va planer. Ça va planer pendant une demi-heure sur plusieurs centaines de kilomètres, même sans aucun carburant, même sans moteur. Et ensuite,
Ça, c'est si le pilote est conscient et s'il le choisit, il peut préparer son amérissage. Et un amérissage, les avions sont conçus pour, et les pilotes sont formés pour. Tous les 6 mois, ils se préparent, ils font des simulateurs pour se préparer à cette situation. Merci beaucoup, Merci. Xavier Titelman, spécialiste en sécurité aérienne et ancien radariste de la Marine nationale.